Bon bah bonjour, on n'est pas très nombreux mais c'est pas grave. L'essentiel c'est de communiquer, c'est d'expliquer. Voilà, donc ce travail c'est la restitution de l'enquête 2024 à celle de 2032, donc qui a été faite par l'Observatoire du métier de la scierie. Alors avant de continuer, qu'est-ce que c'est que l'Observatoire? L'Observatoire du métier de la scierie a été créé en 2003, donc ça fait déjà 20 ans. Donc, il est associé à un réseau Ce réseau est existant à travers la France. C'est associatif, voilà. Les études qui sont faites par l'Observatoire n'ont jamais été financées par personne, donc c'est fait dans un cadre complètement libre. C'est un travail bénévole, faut le signaler. Et puis, toutes les enquêtes qui ont été faites depuis 20 ans ont été publiées dans le Bois International, maintenant dans le Bois Mag, et puis ont été publiées bien entendu dans des livres, hein, puisqu'il y a à l'heure d'aujourd'hui 10 livres qui existent sur l'approche socio-professionnelle du métier de la scierie, dont le dernier, donc, vers un renouveau de la scierie française. S'il y en a qui s'intéressent, j'en ai quelques exemplaires ici, qui reprend donc les résultats très détaillés de l'enquête, plus plein d'autres choses qui peuvent vous être très utiles dans votre métier. Je prends par exemple dans les annexes la liste des scieries, je sais plus, des 100 plus grosses scieries françaises par exemple. Je sais plus, le classement des scieries françaises de résineux. Bon, des choses que vous trouverez nulle part, qui ont été faites par l'Observatoire. Voilà, donc en 2022, on est parti de l'existant et aujourd'hui, donc, il y a repéré 1214 scieries en France. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Grèce. Hein. La Grèce, c'est le ministère de l'Agriculture qui fait le recueil de ce qu'on appelle les enquêtes annuelles de branche auprès des scieries. Hein, les sieurs répondent à ces enquêtes. Voilà, et on a réfléchi donc à ce que le secteur pourrait devenir à l'horizon 2032, c'est-à-dire dans 10 ans, plus ou moins. Et j'ai enquêté donc auprès de 50 personnes, des scieurs bien sûr, mais aussi des gens de l'amont, propriétaires forestiers, fabricants de matériel, les négociants. Voilà. Et ce travail aussi a voulu être le contre-pied du rapport de la Cour des comptes. Hein, la Cour des comptes, vous en entendez parler à la radio et à la télé tous les jours, puisque les magistrats font des études sur tout un tas de domaines, et notamment les plus récents sur l'économie, les comptes, hein, on entend souvent. Ils se penchent dessus beaucoup plus en détail et ils donnent leurs résultats, voire leurs verdicts parfois. Et donc dans le rapport de la Cour des comptes que je vous invite à regarder sur Internet, donc c'est Filière Bois 2020 qui traite de la filière bois. Et page 123, ce qui est en gras, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les magistrats. Ils disent que au rythme stable constaté sur la période, donc c'est-à-dire la période des 10 ans en arrière, ils ont remarqué, on va voir, c'est une réalité, 58 scieries disparaissent chaque année. Et à ce rythme-là, ils ont fait un calcul purement mathématique, sans aller plus loin. Et eux, ils voient la disparition des scieries d'ici 25 ans, c'est-à-dire à l'horizon 45-50. Pour eux, il n'y aura plus de scieries en France. Bon, donc ça m'a quand même fait réagir. Et donc du coup, j'ai essayé à travers des questions pertinentes et un petit peu, disons-le, dérangeantes, qui sont jamais traitées ailleurs, de poser des questions un petit peu, comment dirais-je, qui poussent à la réflexion et qui nous aident à comprendre pourquoi les scieries disparaissent. Voilà, donc ça c'était quand même un des points de départ. Alors pour revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques, le contexte. Alors pareil, aujourd'hui, les travaux de l'Observatoire font référence jusqu'au ministère, puisque justement dans le rapport de la Cour des comptes, si vous allez le voir, vous verrez,
le dossier Syrie 2025 qui avait été mis dans le bois international en 2019 a été cité 2 fois. Ce qui veut dire que les magistrats sont allés chercher dans nos travaux des réponses à leurs questions. Ce qui est quand même un comble quand on sait qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont mobilisées à l'intérieur de la filière bois, voilà, personne n'est capable aujourd'hui de faire des analyses pertinentes sur nos milieux. Bon, nous on le fait parce que alors j'ai dit on parce que je m'associe à un groupe de travail. On a une démarche qui est un peu originale, c'est-à-dire que c'est la démarche technique, on a l'entrée technique et non pas intellectuelle certainement des magistrats, la Cour des comptes, technique et aussi universitaire. Donc ce qui fait que ça rend nos travaux sérieux. Voilà, parce que c'est pas, je veux dire, quand on avance des choses, c'est pas des vues de l'esprit, c'est que c'est croisé, c'est que c'est fait d'une manière correcte. Voilà, donc on attaque sur les chiffres. Donc à l'heure d'aujourd'hui, 2022, on était sur 1214 scieries pour une production grosso modo de 8 610 000 mètres cubes de sciage. Alors en sachant que, vous vous en rappelez tous, 2022 a été une année exceptionnelle et notamment dans le résineux, puisque feuillu on a fait le même volume, c'est-à-dire 1,3 million de mètres cubes de sciage. Par contre dans le résineux, vous voyez on a fait 7,3, je l'ai marqué en gras, c'est 800 000 de plus par rapport à notamment à 2019. Année exceptionnelle, ceux qui s'en rappellent, c'est un travail énorme, aussi bien pour les fabricants que pour les concessionnaires de matériel et les scieurs. Ce qui prouve une chose, quand même, il faut se le dire, c'est que la scierie française est, en guillemets, armée pour produire. Si elle travaille, ce qui veut dire qu'on a le matériel, on va le voir, pour être une force de production, mais encore faut-il qu'il y ait effectivement le travail. Et on verra tout à l'heure, il y a aussi on pense une autre cause de notre manque de production, on le dira au cours de l'avancée du travail. Voilà, donc il faut savoir qu'on a perdu depuis 2007, c'est-à-dire après les subprimes, la crise US, on perd 1,5 million de mètres cubes de sciage par an. 1,5 million de mètres cubes de sciage par an. C'est énorme. Hein, en sachant qu'on a tenu le seuil des 10 millions de mètres cubes de sciage. Notre corps c'était 73, là où on était vraiment à la barre des 10 millions. On l'a tenu voilà, jusqu'au subprime, jusqu'en 2007. Et puis après, ça a été la descente. Et là, bon, on est stabilisé, on va dire, autour des 8... bon, là, à part l'année exceptionnelle 2022, mais je pense que là, 2024 et 2025, on va retrouver ce seuil pourvu qu'on ne descende pas plus bas, des 8 millions. Vous n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous voulez un complément. Alors, pareil, ce tableau il est extrêmement important. Le ministère vient de le ressortir en 2022. Il ne nous le redonnait plus depuis 2019. Et moi, c'est quelque chose que je trouvais pas normal. Et je connaissais le bureau qui traite les statistiques et compagnie. Je les ai interpellés donc toutes les années pour qu'ils nous remettent impérativement ce classement. Parce que c'est pas normal que pour une profession, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que ça représente par taille d'entreprise. Alors, ils l'ont refait, et tant mieux, en nous donnant des chiffres par rapport aux productions, d'accord, ici. Et puis, il nous a introduit aussi la notion de typologie d'entreprise qu'il nous donnait jamais avant. Maintenant, on a une typologie, et ça me paraît pas mal, entre la micro-scierie et la petite scierie. Alors bon, je ne sais pas trop ce que les on va dire les gens au ministère mettent derrière. Moi, je sais très bien ce que je mets derrière en rouge, mais eux, je ne sais pas s'ils le savent. Mais bon, bref, eux, j'ai l'impression qu'ils ont fait un classement par rapport au mètre cube de sciage par an, hein, en dessous de 5 000, 5 000 à 10 000, 10 000 à 20 000 et supérieur à 20 000. Alors, si, on va dire,
là, ça fait pas trop débat. La grande Syrie, c'est vrai que ça mériterait un classement réactualisé parce que ça n'a plus de sens de dire supérieur à 20 000. C'était peut-être, ça n'a pas changé, ça d'ailleurs, ces dernières colonnes depuis 30 ans. Maintenant, ça serait plus intéressant qu'ils nous mettent supérieur à 100 000 quoi, ou 150 000 puisqu'on en a quand même un certain nombre en France. Mais enfin, c'est comme ça. Donc, faut pas faire la fine bouche et déjà, c'est pas mal. Donc on sait exactement le nombre d'entreprises qu'il y a par catégorie. Et donc moi j'ai rajouté ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est-à-dire la typologie de l'observatoire, c'est-à-dire les séries de services qui ont été... c'est une typologie qu'on a introduite déjà en 2009, qui aujourd'hui est reprise par tout le monde. C'est devenu dans le langage courant. Jusqu'au ministère, donc ça fait plaisir. J'aurais préféré qu'ils mettent, qu'ils l'affichent directement en haut, mais enfin bon, faut pas trop leur en demander déjà. Les séries de production semi-industrielles et bien entendu les séries de production industrielle. Voilà. Alors donc, ce qui est intéressant avec ce classement, c'est que les gens qui nous observent aujourd'hui, c'est clair, on connaît la catégorisation des entreprises en France d'une manière assez précise. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce que ça représente. Alors je vais reprendre moi par rapport à mon classement en bas. On voit que 26% de la production, soit 2 millions de mètres cubes de sillage, sont faits quand même par 87% des entreprises. Donc on se rend compte que le plus gros taf des scieries, on va dire, c'est encore des scieries dans la fourchette, donc jusqu'à 10 000 mètres cubes de sillage. Hein. C'est un gros paquet. C'est un gros paquet. Après, donc, si on regarde sur la production, on s'aperçoit que les scieries de semi-industrielles, c'est 6% du volume de scieries. Il y en a 86. 14% de la production, plus d'1 million de mètres cubes de sillage. Autrement dit, 80 scieries font plus d'1 million de mètres cubes de sillage. Et puis on a même, ce qui est intéressant, la répartition par résineux et feuillus. C'est vachement bien fait quand même, hein. C'est détaillé. Et puis dans la production, vraiment la production industrielle, donc on voit qu'il y a 79 scieries, donc presque 80% des scieries, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Non, 7% des scieries, voilà, 7% des scieries font 60% de la production, c'est-à-dire 5 millions de mètres cubes de sillage. Alors, bien sûr qu'au regard de ce qui se passe chez nos voisins allemands, on est... ça serait... je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est le volume de la parce qu'elles sont maintenant 2 ou 3, Stora Enso, Rottenmeier, c'est des gens qui sont pour c'est des groupes, attention, c'est pas une seule scierie qui fait ça, c'est un groupe. Bon, je sais pas Rottenmeier qui viennent d'arriver dans le paquet des leaders, combien ils ont de sites. Je le sais pour Stora Enso, par exemple, c'est 23 sites. Voilà, 23 sites répartis entre les pays nordiques, l'Allemagne, enfin sur l'Europe, quoi. Voilà. Un petit cocorico quand même, c'est sur un seul site. C'est l'exemple, par exemple, de Siat, hein, une des plus grosses scieries françaises, Urmat, Alsace, qui, sur un seul site, est capable de produire, grosso modo, autour des 400 000 mètres cubes de sillage dans les périodes, dans les périodes très fastes. Donc, ce qui veut dire que, on est quand même dans le coup. Sauf qu'on n'a pas, pour X raisons, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais cette multiplication des grands groupes de sillage qu'il y a en Allemagne. Alors s'il y en a que ça intéresse, notez-le, d'aller regarder un peu plus près de ce qui se passe en Allemagne. Il y a une étude qui vient de sortir, qui est 2023, et qui nous explique la scierie allemande. Voilà. Donc, à ce moment-là, si vous voulez avoir vraiment les références, vous me le demanderez et puis je vous ferai passer l'information. Ça va? Pas de questions? Bon. Alors, retenez bien cette classification parce qu'aujourd'hui, elle fait sens
et elle est utilisée un peu de partout. Bon, là c'est le résumé des pourcentages qu'on vient de se dire, je ne le reprends pas. Ce qui est intéressant, c'est la production donc par scierie. Donc on perd des scieries évidemment. Vous voyez la dégringolade depuis les années 60. Mais on monte en production, hein, c'est-à-dire qu'on approche les 7. Alors c'est une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais comme partout il faut des moyennes, on approche les 7000 m3 par scierie, alors que vous voyez dans les années 60, même 73, qui est une grosse année de production, on était donc à 6-7 fois moins. Donc ce qui montre quand même que le milieu, quelle que soit la taille et le secteur, c'est bien industrialisé à son niveau. Petite information aussi, donc, qui produit le plus en France? Donc c'est Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on appelle la région Aura, donc qui est à 2 millions de mètres cubes de sciage. Alors pareil, vous avez la répartition par essence, c'est bien fait. Ces données sont très bien posées en France. La Nouvelle-Aquitaine, donc 1,8 million, alors bien sûr avec les champions en pain maritime. La Franche-Comté, donc 1,4 million. Le Grand Est, presque 1 million, et avec presque 400 000 mètres cubes, on ne le sait pas assez dans le Grand Est, sur le feuillu. Hein, le Grand Est, il y a aussi beaucoup de production de feuillu. Bon voilà, donc je passe après sur les autres régions, mais ça permet de se situer, hein, de voir qui est le plus productif, et c'est vrai que Rhône-Alpes est en tête de Rhône-Alpes-Auvergne de ce classement. Notre situation donc par rapport aux résineux et l'Europe, c'est donné par l'Organisation européenne des scieries, l'OES. Résineux, donc on se situe en 5e position. Alors évidemment très loin derrière les Allemands, avec le chiffre record en 2021 de près de 22 millions. Vous entendez? 22 millions de mètres cubes de sciage. C'est énorme. Pour nous, ça nous paraît un peu abstrait ce chiffre, mais derrière la Suède, 1,7 million. Et puis je dis toujours le chiffre. Alors bien sûr la Finlande, qui sont des pays de bois, mais je cite toujours l'Autriche. L'Autriche, ça c'est des tableaux, des choses que je tiens moi depuis 20 ans. Et je me souviens, il y a 10-12 ans, l'Autriche était un tout petit pays de production de résineux. On devait être aux alentours de 4, 5. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils nous dépassent et ils sont presque à 10 millions de mètres cubes de sciage, les Autrichiens. Alors souvent, d'ailleurs dans les classements dans mon livre, c'est comme ça que c'est classé souvent. Allemagne, Autriche, hein, au niveau des scieries, c'est souvent mis ensemble parce que il y a beaucoup de groupes autrichiens qui ont aussi des scieries en Allemagne. Donc c'est des mariages souvent qui existent. Après, bien sûr, c'est intéressant, un classement qu'on ne connaissait pas, ça. Mais on voit des pays comme la Pologne, la Roumanie, etc. On voit en Suisse, par exemple, à côté, 1 million, un peu plus d'1 million. C'est intéressant à savoir. Même le Danemark, on se dit les Pays-Bas, voilà, il y a aussi de la production. L'Ukraine qui aussi apparaît. L'Espagne, la Norvège. Feuillu en Europe, donc on a retrouvé notre place de leader en termes de transformation qu'on avait perdu pendant au moins 10 ans au profit de la Roumanie, avec le bémol, ça je pense que vous le savez, d'une surexploitation forestière en Roumanie et surtout, comment dirais-je, vandalisé, hein, fait en dehors de tout ce qui peut être, on va dire, fait normalement.
Bon, donc ça s'est recalé. Voilà, donc 1 300 000. Alors, le chiffre qui est souvent donné, c'est celui-là. Vous pouvez rajouter 100 000 pour le Mérin. Parce que le Mérin, c'est pas franchement du sciage, hein, c'est du bois fondu. Donc, enfin, il y en a bien qui sont faits par sciage aussi, mais c'est classé dans le bois fondu. Et donc, vous rajoutez 100 000. Voilà. D'ailleurs, en parenthèse, Mérin, la seule ligne qui gagne des sous sur la balance commerciale, hein. Encore et toujours. Le Mérin et malheureusement le Boiron aussi. Le Boiron, les propriétaires forestiers sont contents parce que sur la ligne balance commerciale, elle fait plus que tout le reste. Ce qui est bête, quoi, parce que c'est du bois qui part, on le sait bien, 400 000 m3 de chêne qui partent, par exemple en Chine depuis des années. Ça fait des sous pour la propriété forestière, mais c'est tout du bois qui n'est pas transformé chez nous, c'est toute une plus-value qui s'en va, enfin, c'est regrettable. Voilà, donc la modélisation de la série française que vous verrez dans le prochain Bois Magazine. Bon, il y a tout un texte, mais je fais court pour la conférence. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des familles, parce que on a catégorisé par volume de sciage, vous avez compris tout à l'heure, mais on peut catégoriser aussi sur un peu type d'activité. Parce que j'allais dire que, vous savez aussi bien que moi, dans nos 1000 séries françaises, il n'y en a pas une qui fonctionne pareil, chacune a son modèle, pratiquement. Mais bon, pour faire simple, on a essayé de catégoriser. Donc nous, on pense qu'il y a ce qu'on appelait le scieur négociant, notamment dans le chêne. Dans le chêne, on a beaucoup de gens qui font du commerce de grumes. Voilà, donc c'est du marché grand export. Les mérandiers, par exemple, aussi, voilà. Et puis le sciage, c'est un plus. Donc, dire que les scieurs de chêne sont... alors, faut pas généraliser, bien sûr, hein, c'est pas du tout le but, mais c'est quand même une tendance. Ils font quand même du sciage, hein, dans le plot, dans la charpente notamment, qui est un marché notamment pour l'Angleterre. La traverse, la frise, la vivée, le mérin. Mais on n'oublie pas que ces gens-là, c'est avant tout et surtout la majorité des gens qui font du négoce, soit de grumes, soit de sciage peu valorisé, on va dire. Hein. À titre export, par exemple, sur le chêne, on sait pratiquement que 30% des sciages sont ça va être du plot, beaucoup du plot, vont être exportés sans vraiment faire du travail dessus. Le travail est fait à l'extérieur. Ça, c'est une réalité. Chose que dans le résineux, c'est seulement 10%. On le disait ce matin, seulement 10% qui part à l'export. Notamment, c'est le cas du Douglas. Hein, le marché du Douglas, c'est un marché de l'export via la Belgique, Danemark et compagnie. Voilà, des choses à savoir. On a aussi le scieur diversificateur. C'est le cas de la scierie de service, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la scierie qui est capable de faire du sur-mesure. Alors là, c'est mal dit sur le tableau parce que sciage sur liste standard, ça veut rien dire. C'est sciage sur liste et ou un peu de standard, mais le moins possible. On en fait quand même, mais le moins possible. C'est quand même la série type du sur-mesure avec tout un tas de services qui est proposé. Et de plus en plus avec des gens aussi qui s'investissent dans la vente directe. Avec un showroom, avec des espaces dédiés et avec une série beaucoup plus, avec une image beaucoup plus moderne et agréable que celle d'il y a seulement 15-20 ans. Dans beaucoup d'endroits, il fallait y aller avec des bottes et c'était pas du tout agréable d'aller pour le grand public acheter du bois. Le scieur intégrateur, une autre catégorie. Donc là, c'est des gens, et il y en a, j'en ai découvert, qui sont intégrés donc sur
sur des, comment dirais-je, sur des groupements petits ou gros, comme par exemple fibre premium, résineux, qui doit regrouper plus de 10 scieries et qui mobilise, alors c'est les chiffres qui donnent, mais en période faste, 400 000 m3 de sciage. Donc voilà, c'est des gens qui ont été capables de se regrouper et qui travaillent bien sûr pour le grand négoce, qui sont aussi intégrés sur de la deuxième transfo, sur du lambris, du parquet, du carrelet, parce qu'il y a quand même des gens dans le feuillu qui vont sur ces produits-là. Voilà, mais ils ont intégré beaucoup de choses. Donc soit c'est des scieries qui font ces choses-là seuls, soit de plus en plus, on le voit, ils travaillent au sein de groupements. Mais ça, on voit surtout dans le résineux. Soit des groupements de marques ou soit des groupements commerciaux, comme Fibre Premium. Les groupements de marques, c'est Jura Supérieur, Sélection Vosges, c'est un petit peu différent. Et puis, alors j'allais dire que c'est peut-être l'image qu'on a le plus souvent, c'est le scieur producteur, c'est-à-dire on casse du bois, quoi, entre guillemets, on fait du volume. Voilà, donc c'est pour répondre à des marchés nationaux, voire l'export. Et là, c'est la même chose, soit j'y vais seul, cas par exemple Siat, par exemple, ou voilà, Siat, Pifto et compagnie, donc c'est des gens qui produisent, mais pour eux. Ou alors, comme j'expliquais il y a 2 minutes, plutôt en groupement. Voilà. Ce qui, à mon avis, est quand même pas mal non plus. Alors quand je vois négoce, GSP, donc GSB, Grande Surface du Bricolage, et SNCF, je pense au cas de la Traverse, et je pense au groupement, vous connaissez peut-être pas tous, mais commercial, l'OCBF, l'Organisation commerciale des bois feuillus, certainement un des plus vieux groupements français qui doit dater des années 80, et qui mobilise des volumes alors avec 40 scieries, des volumes de traverse pour la SNCF. Voilà. Donc, peu de gens le savent, mais ça existe aussi dans le feuillu. Alors, l'enquête. L'enquête, donc, les réponses. Alors, la première question qui était posée, qui m'a paru intéressante parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Quelle est la place pour vous de la scierie en France ? Alors, bon, ça va pas vous surprendre, mais place centrale, rôle majeur, voilà, mais un rôle méconnu de la plupart de nos contemporains. Vous avez tous fait un jour l'exercice de dire, moi je travaille dans une scierie ou je travaille avec des scieries. Ah, c'est quoi les scieries? Les gens ne savent pas. Donc voilà, une profession trop discrète, ça c'est sûr, qui cherche très peu à améliorer son image auprès des clients et de la société civile. On en parlera souvent à la société civile dans ce travail. C'est une image pourtant cruciale à l'heure où les consommateurs s'interrogent de plus en plus sur la gestion durable des ressources naturelles. On n'est pas très loin là du Morvan, Limousin, Corrèze, où dans ces régions, il y a carrément des levées de boucliers de la société civile contre les coupes rases et contre l'installation et le développement des grosses scieries. C'est quelque chose qui est en train un mouvement sociétal, on appelle ça. Vous suivez bien aussi, je pense, d'autres projets qui sont aujourd'hui arrêtés à cause des pressions sociétales comme l'autoroute A69, etc. Et il y en a eu d'autres, et il y en aura encore d'autres. Voilà, c'est quand même une chose actuelle. Alors, plus de 1000 scieries travaillant souvent en circuit court, majoritairement familial, ça c'est important de le dire, et elles assurent quand même une certaine souveraineté en matière de sciage en France. Donc nos 8 millions, alors certes on est loin des 10 millions, mais nos 8 600 000 m3, il faut savoir qu'à la louche, on exporte moins d'1 million de mètres cubes de sciage résineux, d'accord, surtout Douglas, notamment via Belgique.
Et puis dans le feuillu, par contre, c'est beaucoup plus en pourcentage par rapport à 1,4 million, c'est 30%. C'est-à-dire que on fait partir grosso modo 400 000 mètres cubes de sciage feuillu, alors plot, bien sûr, plot, mais aussi des sciages avivés, et, voilà, des sciages qui, via par exemple la Chine, notamment, je pense aux avivés en hêtre, qui sont pas valorisés ou peu, faut pas dire pas, mais pas assez, ou peu, oui, en France. Et beaucoup à l'étranger, voilà. Bon, la question cruciale qu'il faut qu'on se pose, c'est jusqu'à quand les scieries mailleront-elles encore le territoire, hein, lorsqu'on sait qu'il y en a... Alors j'ai mis 58, mais il y a des années, on est même à un peu plus. Résultat, on le voit, hein, c'est depuis 2010, un volume de sciage qui décroît de 2 millions de mètres cubes chaque année. Notre volume de sciage décroît 2 millions de mètres cubes chaque année. Alors la question qu'il faut se poser par rapport à ça, écoutez, là c'est hyper important. Là. C'est jusqu'en 2009, on avait aussi beaucoup de disparitions de scieries. Vous avez vu la courbe, hein, tout à l'heure, hein, c'est pas nouveau. Mais jusqu'en 2009, les scieries restantes compensaient le volume perdu par ceux qui partaient. Et j'allais dire même, moi je sais ce que c'est, j'ai été aussi famille de scieurs dans la Loire. Presque des fois, on est bien content que je vais être un peu salaud, mais que le collègue d'à côté disparaisse parce qu'on sait qu'on va, normalement, on va reprendre des marchés, reprendre du volume. Voilà. C'était comme ça que ça marchait. Mais on s'aperçoit que maintenant, ça, c'est plus vrai. Alors, depuis 2010. Alors comment dirais-je, les répondants sont allés plus loin que ma propre réflexion et ils m'ont dit, mais Maurice, faut peut-être aussi qu'on se pose la question, si on perd du volume de sciage, c'est peut-être aussi parce que on ne répond plus aux besoins du marché. Parce qu'il faut savoir, notamment dans le bois, les résineux, on importe 2,5 millions de mètres cubes de sciage. Alors, c'est pas nouveau, hein. Depuis 30-40 ans, on est même monté à 3 millions. Ça doit quand même interroger. Ça doit quand même interroger. Alors, bon, évidemment, vous le savez aussi bien que moi, dans ces bois blancs résineux, c'est les bois qui viennent pays nordiques et Allemagne, hein, bien sûr. Et il faut les regarder un petit peu plus en détail dans ces bois importés. Qu'est-ce qu'il y a, hein, donc ce sont des bois séchés, souvent rabotés, etc., etc. Donc autrement dit, des sciages de résineux comme les nôtres, puisqu'on a les mêmes, normalement les mêmes cahiers des charges avec la normalisation européenne. Mais, eh ben oui, c'est un constat qui doit nous interroger. Et on le verra tout à l'heure. Oui. Non, pas dans le résineux global. En global, c'est-à-dire qu'on a tenu jusqu'en 2010 le seuil des 10 millions de mètres cubes de sciage, d'accord? Et depuis 2010, on plonge autour des 8 millions. Donc, moralité, chaque année, on perd 2 millions de mètres cubes de sciage. Attendez. Non, je redis. Jusqu'en 2010, on tenait le pavé des 10 millions de mètres cubes de sciage. On est d'accord? Et depuis, si on prend les années d'après 2012-13, on est tombé à 8 millions par an. Ah oui, on est tombé. Oui, donc faites le compte. Mais c'est des chiffres qui font peur. Faites le compte sur 10 ans. Si on a perdu 2 millions chaque année, 20 millions de mètres cubes de... Non, mais c'est une panique, quoi. Non, c'est pas chaque année, parce que sinon, là, maintenant, ce serait râler pas crête. Mais c'est par rapport au seuil des 10 millions. Voilà, c'est par rapport au seuil des 10 millions. La seule année où on a fait un peu plus, on l'a dit tout à l'heure, c'est 2022, parce qu'il y a eu beaucoup de travail.
Alors la préoccupation c'est la synthèse hein, que j'ai mis là des retours. Alors les préoccupations donc des gens qui ont répondu, il y a sur 4 tableaux en fait, sur les faiblesses, les atouts, les forces et les contraintes. Donc les faiblesses, les gens remarquent qu'il y a une menace sur la ressource, hein, crise climatique, vous le savez aussi bien que moi. Pas seulement que sur le résineux, hein, puisqu'on sait aussi dans différents endroits de France que la ressource chêne est menacée, et le hêtre aussi. La faiblesse, eh ben, on vient de le dire à l'instant, c'est la production volumétrique. Donc ça remet en cause la pérennité des structures. Faiblesse commerciale, on nous a dit les scieurs sont des super scieurs, mais de très mauvais commerciaux en règle générale, à part dans les grosses scieries où ils ont leur service commercial. Le marketing aussi, là il y a du boulot. Et puis la faiblesse, c'est que on est pratiquement absent sur les produits techniques du carrelet, d'accord. Alors encore une fois, ça fait exception parce qu'il s'en fait quand même, mais pas en masse. Le bois massif reconstitué, là aussi, on produit essentiellement allemand et autrichien. Et puis bien sûr le nouveau produit, le CL. Alors j'ai mis CTL, c'est le CLT, ces fameux panneaux lamelés croisés qui servent maintenant pour bâtir une maison. Très employé, on l'a vu dans le village olympique à Paris, avec le bémol que c'est beaucoup du CLT Stora Enso qui est venu au village olympique, qui a construit presque tous les bâtiments. Et pour se donner, alors c'est pour la petite histoire, pour se donner une image verte, et ils ont amené par camion jusqu'au canal, alors je crois que c'est le canal de France, et après le bois est acheminé en péniche à Paris. Mais bon, c'était uniquement pour se donner une image verte. Ouais, donc gros groupe Stora Enso. Pivot, donc aujourd'hui il n'y en a pas 50 000. Hein, le plus représentatif, c'est Pivot qui s'y est lancé il y a quelques années seulement avec un partenariat avec Bouygues, qui s'est mis à faire du CLT. Et je crois qu'il a sur le village olympique, j'ai vu un bâtiment qui a été fait avec du Pivot. Mais bon, notre force de frappe aujourd'hui, je crois que c'est 30 ou 40 000 mètres cubes, alors que de l'autre côté, c'est des millions de mètres cubes le CLT. Les contraintes, ça rejoint la crise climatique, le coût énergétique. Hein, les scieurs et tout le monde toutes les professions productives ont été matraquées au niveau des coûts énergétiques. Et puis sans parler des pressions normatives, environnementales, c'est absolument terrible. On me rapporte de partout qu'il faut être courageux aujourd'hui pour tenir une scierie, et ce, quelle que soit sa taille. Alors par contre, les atouts, donc l'atout, c'est l'atout ressource. On a quand même chiffré, on doit être la 3e ressource forestière européenne, enfin digne de ce nom. Donc Suède, Finlande, France, Allemagne, il me semble, Espagne. Voilà. Le maillage du territoire, très important. On a encore sur notre territoire différents endroits des scieries. La proximité, notamment pour les scieries de service. Les entreprises familiales, c'est un sacré atout parce que, bon, si on s'entend, bien sûr, parce que c'est pas toujours facile. Oui. Ça peut être un atout et une contrainte. C'est vrai que, bon, disons que dans le sens des gens me disent l'atout, c'est notamment aujourd'hui quand il y a des passages difficiles, c'est plus facile de serrer les coudes théoriquement en famille que. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi des cas où c'est compliqué. Hein? Oui. C'est ça. Mais bon, sachez par exemple comme Siat, on ne sait pas assez, mais c'est aussi un groupe familial qui est tenu aussi. Bon, bref,
les forces, la connaissance du matériau, bien sûr, ça c'est une de nos grosses forces. Le savoir-faire, la diversité des produits et des essences, diversité des structures de siège et la diversité des clientèles, de la clientèle. Ça, on le dira jamais assez, mais sur cette question-là, il y a vraiment. Alors, quels sont les points de blocage qui empêchent de produire davantage de sièges en France, notamment résineux? Ou ce qu'on l'a dit tout à l'heure, on est obligé d'importer plus de 2 millions de mètres cubes de sièges. J'aurais dû rajouter par an. Alors, blocage lié au marché de la construction. Le marché du bâtiment est trop versatile. Vous l'avez vu, énorme en 2022 et atone en 24, et puis idem cette année. Bon, il y a aussi d'autres raisons, le bâtiment, les PLU bloqués, les taux d'intérêt, la peur du chômage, des excédents. Alors, un blocage qui nous a été signalé, qui parle à tous, c'est l'habitude prise depuis, alors c'est pas récent, c'est depuis des décennies et des décennies par les utilisateurs de bois du Nord. Ah ouais, ça va bien avec le bois du Nord, donc pourquoi je changerais, Ça, c'est vraiment un gros problème. Manque de confiance pour la ressource nationale de la part des clients français qui rabotent école. Ça aussi, ça va être très très dur de la regagner, cette confiance. Et enfin, la question bas, importons-nous, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, importons-nous car nos scieries ne produisent pas assez ou parce qu'une partie du marché exige des sillages type sapin du Nord. On m'a rapporté donc que sur des cahiers des charges de construction, il est carrément demandé qualité sapin du Nord. Alors là, c'est ce qui veut bien dire que c'est rentré dans les esprits et puis chez les archis, c'est-à-dire les gens qui mettent en œuvre le bois. Enfin voilà. Donc vraiment, c'est compliqué. Alors blocage. Comment? Non. Non. Tout à fait. Ce qui est factuel, voilà, c'est la résistance mécanique. C'est ça. Alors des blocages liés à la politique économique, bien sûr, les scieurs nous disent quand on a besoin de travailler plus en 2022, c'était compliqué parce que on a des blocages. Produire plus passera-t-il par l'installation des sites industriels? Alors ça, c'est la grande question. Je ne sais pas si vous le savez, mais Siat a racheté à Brassac dans le Tarn et à côté de Syrie. Il veut se développer sur Brassac, mais ça va être compliqué. Pourquoi? C'est le cas à Égletons de Farge Pivot, quoi, on va dire, qui a voulu se développer, faire ce qu'il annonçait, la plus grosse scierie de France, en expropriant des gens, en faisant une extension de la scierie existante, mais blocage. Alors avec l'accord, les accords administratifs, mais blocage de la population, des manifestations monstres, etc., etc. Et donc là, la scierie Farge Pivot a acheté les ponts il y a 15 jours, c'est officiel, ça a été dit par Mediapart et donné et dit après sur FR3. Donc il n'y aura pas de développement massif sur ce site-là. Absence d'une vraie politique forestière. Ah oui, ça, autre que de planter 1 milliard d'arbres. Ça vous parle, ça, il y a 2-3 ans, Macron s'est mis en avant sur cette idée d'aller planter du bois de partout avec les écoles et compagnie. Voilà, c'est le seul truc qui a été mis en avant. Il le faut, c'est sûr, mais voilà, il y a absence de politique forestière. Il y a rien qui est dit, rien qui est fait. Et puis les écologistes empêchent les installations industrielles. Ça rejoint un peu ça, puisque c'est vrai que les écologistes radicaux, vous le savez, sont aujourd'hui dans tous les coins où il y a du développement. Rappelons-nous la scierie de Feuillus qui devait se monter dans les Pyrénées avec le groupe, il se rappelle du nom, donc ce sont des Italiens qui étaient, je l'ai au bout de la langue,
qui sont déjà dans le chêne, hein, qui ont déjà scierie en Italie, et eux qui valorisent à fond les manettes. Hein. Ils ont voulu se développer. Qui? Non, non, un sieur de feuillu italien. Ah, pas Roby, enfin je sais plus. Florian, le groupe Florian. Et qui tout était ficelé, hein, donc devait se développer du côté de Carcassonne, enfin un peu plus bas, Ariège et compagnie. Et blocage aussi. Alors là, les écolos, les politiques, tout le monde s'est lié contre le projet et ils ont jeté l'éponge au bout de 2 ans, hein, le groupe Florian. Eh oui. Alors il faut savoir que la principale revendication des groupes ultra-écolos, c'est la déforestation, c'est voilà, c'est l'utilisation massive du bois, etc., etc. Enfin. Ouais. Alors blocage lié à la nature de la ressource. Alors voilà, les choses se rejoignent. Notre ressource ne correspond pas toujours à la morphologie des bois importés, on disait tout à l'heure par exemple pour le résineux, à laquelle s'est habitué, encore une fois, les utilisateurs depuis des décennies. Et vous avez beau dire et faire tout ce que vous voulez, c'est très très difficile d'aller contre ça. Alors on en parlait encore ici avec nombre de personnes, la grande insuffisance de la forêt privée. On en parle encore hier, il y a des endroits où... Non, c'est ce matin, dans les monts du Forêt par exemple. Voilà, c'est quand même 3 400 000 propriétaires, hein, la forêt privée française. Hein. 3 400 000. 2 tiers de la surface, donc des 17 millions d'hectares, est tenue par le privé. Donc c'est très très difficile de mobiliser les gens. Hein, il y a le morcellement. Donc oui, là, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que la surface moyenne, sauf erreur de ma part, on doit être sur du... Combien? Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est dérisoire. Et c'est dérisoire. Et justement, donc la fameuse étude allemande dont j'ai cité tout à l'heure, et il me semble qu'ils en parlent. Et là, c'est 20 hectares en Allemagne, la surface moyenne par propriétaire. Et je pense que c'est à peu près vrai. Je l'ai constaté moi-même en Forêt-Noire, où il y a 10 ans de ça, où là-bas, j'ai constaté que la propriété ne se transmettait pas et était pas divisée comme nous en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le père qui a 3 hectares, il va donner 1 hectare à chacun de ses fils. Chaque fils après va... Voilà, donc ce qui fait qu'on a des mouchoirs de poche. C'est quand même notre gros problème. Et en Allemagne, on n'a pas ça. Les gens restent, ils gardent leur... et en résineux, il faut voir ça. Beaucoup d'agriculteurs donc sont à la fois forestiers et à temps perdu, comme ça se passait chez nous. Hein, moi, quand j'étais gamin, c'était ça en France. Et ben les paysans, l'hiver, allaient débarder, entretenaient la forêt. Et ils avaient vraiment un lien avec la forêt, chose qu'ils n'ont plus maintenant. Et en forêt noire, il ne faut pas s'étonner après, quand vous avez des sapins qui montent comme des i sur 30 mètres et que vous n'avez pas une branche sur 25 mètres, il ne faut pas s'étonner. Parce que là-bas, ils ont une culture de l'élagage. Dès le sapin bébé, c'est-à-dire un sapin comme ça, il commence à l'élaguer en bas. Ce qui fait qu'après, plus il monte, plus il grossit. Tu n'as pas de branches, c'est des cylindres. Non, mais c'est important à connaître. Et ils sont... Allez, je vais vous donner encore une petite information historique parce que moi, j'adore ça. Je trouve que on ne sait pas assez les choses d'avant. Mais il faut savoir que la forêt noire a été pas mal bombardée. Et c'est les derniers combats en forêt noire, hein, justement, les Allemands qui résistent. Et les Français, beaucoup de Français ont combattu en forêt noire. Ça a beaucoup mitraillé. Et ben, il faut savoir que pour dette de guerre, bon, il y avait déjà une dette de guerre en 14-18, hein, où on était prélevé du bois. Mais là, on était prélevé du bois en forêt noire. Ça, je le sais bien, parce que dans ma famille, j'ai des scieurs et forestiers qui y sont allés pendant 2 ans. On a prélevé 8 millions de mètres cubes de bois en forêt noire qui sont revenus par train. Alors moi, dans ma région, je connais, ils sont venus à Saint-Étienne et qui ont été sciés dans la région stéphanoise. C'est fou ça. Mais en sachant, je vous laisse imaginer, qu'est-ce qu'il y avait dans les bois.
Alors du coup, eux, derrière, ça les a vachement arrangés, ça. Parce que on a éliminé, on a curé beaucoup, on va dire, la merdouille. Et eux, ils ont pu replanter derrière. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Non, mais tout est lié, c'est vachement important. C'est ça. Exactement. Alors, démembrer, enfin, on va employer le mot voler. Oui, c'était même volé, notamment par les Russes. Hein. Alors, les Russes n'ont pas seulement volé la machine de production allemande, mais aussi chez nous, hein, notamment à Sochaux, Peugeot. Ils ont fait 2 trains pour piller du matériel. Et alors là, c'est les Allemands qui, en partant, ont pris le matériel dans le train. Et après, ces trains ont été rechopés par les Russes en Allemagne pour être remontés en Allemagne. Et non, mais là, il y a vraiment il y a un roman à écrire. Et ces trains-là ont été récupérés en Russie pour être redescendus. Ah non, mais c'était de la folie. Hein. Tout a été pillé. Hein. Et puis effectivement, après, si on peut dire, le réarmement industriel, c'est beaucoup fait avec du matériel américain, notamment par le plan Marshall. Le plan Marshall n'a pas que rééquipé l'agriculture avec les fameux tracteurs, mais a aussi apporté de la machine. Ah oui, mais c'est des choses importantes à savoir ça. Alors, le ticket d'entrée pour construire les unités adaptées au marché de demain est énorme, en finance, en foncier, en moyens humains. Ça, c'est des gens, des gros industriels qui m'ont dit ça. Et alors, je citerai pas son nom puisque l'enquête est anonyme, mais un des plus gros leaders me dit, on a raté, vous entendez? On a raté la période d'investissement qu'il fallait faire il y a 10-15 ans. On l'a raté en France. Donc on court après là, hein, on court. Et rattraper ce retard va être très dur. Je peux vous dire, le modèle qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie du résineux, la scierie Canter adjointe à la marge avec une scierie ruban pour faire les gros bois, ça je l'ai vu en Allemagne dans plusieurs sites en 2007. 2007, je voyais aussi la granulation et la cogénération. 2007, hein. Les grosses scieries allemandes y étaient déjà, 2007. Rappelez-vous, chez les Siat et compagnie, quand la granulation et la cogé est arrivée, c'est 10 ans après. Donc on court chaque fois après l'industrialisation. Alors donc oui, c'est ça. L'outil industriel est vieillissant et pas assez compétitif, notamment pour les petites et moyennes scieries. Ça, c'est notre problème. Je pense qu'aussi, notamment pour les petites scieries, on en parlait aussi en aparté sur le salon, disons-le, le matériel adapté à ces petites structures n'était pas là. Jusqu'à il y a 10 ans en arrière, il n'était pas là. Souvent, c'est des gens qui recyclaient du matériel de première main des entreprises plus grosses. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et c'est aussi le fait qu'on ne subventionne pas une deuxième fois, on n'aide pas une deuxième fois des matériels qui ont déjà été aidés. C'est vraiment... Alors, bon, maintenant, pour ces petites structures, on a des lignes de sciage, notamment horizontales, que ce soit chez Mebor ou Vravor, qui sont à la portée de ces entreprises et qui répondent aux besoins pour scier 2000-3000 mètres cubes de sciage. On n'a pas besoin d'avoir l'outil qui est employé dans le plus gros. Donc je pense, c'est ce que je vois, c'est pas moi qui l'invente, mais c'est ce que je le vois après avoir fait pas mal de reportages. Alors, pour finir, la Syria 2032, comment les gens la voient? Alors déjà, est-ce que vous avez, sur cet état des lieux, des questions? Tiens, je te passe le micro. Concernant le rapport de la Cour des comptes, bon, il faut le voir comme un diagnostic, mais pas comme une projection, parce que ça n'a pas de sens, effectivement. C'est un contresens de dire qu'en 2000, enfin, je ne sais plus en quelle année, 2045, il n'y aura plus de Syrie, alors qu'en même temps, le législateur crée des normes 2012-2020 pour que dans les bâtiments publics, il y ait comment dirais-je, un pourcentage minimum de volume de bois. Donc ça, c'est pas comme ça qu'il faut le lire, je pense, le rapport. Le deuxième, c'est concernant le feuillu. Effectivement, on exporte 400 000 mètres cubes en grumes, hein, c'est ça.
vers la Chine notamment. Maintenant, je me dis, est-ce que si ils étaient sciés chez nous, est-ce qu'on aurait les clients en face pour fabriquer les meubles, pour fabriquer toutes ces choses-là, que l'on va finalement fabriquer en Chine, parce que c'est coûte 3 francs 6 sous, et peut-être 50% moins cher que ce que nous, on aurait la capacité de les produire. Et tant qu'on ne résoudra pas le problème du transport, d'une taxe carbone, d'un coût écologique, enfin appelons-la comme on veut, on ne résoudra pas le problème. Ce que tu dis sur la ligne du meuble, c'était pas détaillé là, mais 1973, c'est 4 millions de mètres cubes de sciage feuillu. 4 millions. 4 millions aujourd'hui. Alors pas. Mais bon, si on prend les deux essences phares, chêne, hêtre, oui. Chêne, pourquoi moi le premier, puis peut-être que. Alors je regardais les plus anciens, je ne vais pas regarder les jeunes, mais parce que les jeunes, vous, quand vous, comme on disait autrefois, vous montez, vous achetez de l'IKEA, vite fait, c'est du panneau. Mais nous, nos générations, les vieux, moi le premier, quand on s'est marié, on a acheté une salle à manger en chêne. Ouais, voilà, massive. Voilà, c'est. Mais c'était ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Voilà, oui, oui. Oui, oui, effectivement, en termes de design, il y a peut-être eu des rendez-vous manqués, mais voilà, c'est la réalité. C'est la réalité. Et bon, aujourd'hui, le feuillu, alors là, on se polarise sur le chêne et le hêtre. Il n'y a pas que ça, hein, il y a quand même le peuplier aussi. Et le peuplier, c'est un gros volume. L'emballage léger, déroulage, etc. Et puis le sciage pour la palette. Le peuplier reste quand même une grosse essence feuillue. À mon avis, c'est les trois, quoi. Hein, chêne, peuplier et hêtre. Hêtre qui malheureusement a été aussi beaucoup utilisé dans le mobilier scolaire, médical et compagnie. Il y avait du hêtre de partout. Bon, maintenant, voilà. Maintenant, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Du chêne. Du hêtre, oui. Oui, du hêtre, oui. Ça remonte à vous savez, à la tempête de 99. Voilà. Juste avant. Ouais. Non, mais tout à fait. Et donc, du coup, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des gens comme Manu Bois, Lefebvre, Normandie, Cyril Steinbourg, pour ne citer que ces deux gros. Parce que c'est des gens qui sont à 100 000 mètres cubes de hêtre, hein, c'est pas de la bricole. Bon, eux, ils bossent pour. Oui, bien sûr. Oui, non, mais tous voilà, bien sûr. Ah oui, parce que dans le hêtre, rappelez-vous, après la tempête, il y en a certains qui ont levé l'ancre et d'autres qui se sont reconvertis sur le chêne. Eux, ils n'ont pas eu de chance parce qu'aux ventes de 99, donc en octobre, ils avaient acheté, je crois, une somme colossale de hêtre à 1200 francs. Enfin, c'était des francs. Le mètre cube. Comment dirais-je, la tempête arrive, tout est par terre, les cours s'écroulent à 200 francs. Et donc, ils sont allés voir les banquiers en disant, écoutez, nous, on ne va pas pouvoir durer, on va déposer le bilan. Et le tribunal de commerce n'acceptait pas qu'il dépose le bilan. Parce qu'ils disaient, très bien, vous n'êtes pas dans des conditions. Et bien, non, pas maintenant, mais dans 3 ans, c'est plié. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu à l'ONF le volume qu'ils avaient acheté, soi-disant, donc à 1200 francs, et qu'ils ont racheté au cours des 200 francs. C'est celle du milieu. C'est l'effet ciseau.
c'est on va dire, l'entreprise moyenne. Parce que l'entreprise moyenne, en fait, moi je les vois autour de moi, notamment dans le résineux, elles sont sur les mêmes marchés, elles font les mêmes produits que les grosses scieries industrielles qui, par les économies d'échelle et la production de masse, c'est très compliqué. Donc ces gens-là, c'est les premiers menacés. Et si je prends l'exemple du reportage que vous verrez dans le Bois Mag, le spécial scierie pour Hanovre, pour la Ligna, je prends l'exemple de Boissif qui est chez nous dans le Beaujolais. C'est quelqu'un qui est avec, je sais pas, ils sont une vingtaine, ils sont à 40 000 mètres cubes de Douglas. Et ben, ils vont sur de la deuxième transfo. Là, ils sont partis depuis 2 ans. Ils font du bardage, ils font de la lame de terrasse. La seule issue qu'ils voient à leur affaire, c'est ça. C'est la valeur, on va en parler après, c'est la valeur ajoutée. Mais pareil, mais oui, mais c'est la même démarche. Non, mais c'est les plus menacés. Je pense que la scierie de service, elle se développe avec vraiment beaucoup d'atouts. Alors pour ceux qui ont fait le pas de la moderniser, tant dans l'outil de production que dans la vente directe, le showroom et compagnie. Moi, j'ai un tas d'exemples vraiment sensationnels. Alors, la scierie au milieu, ouais, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Et eux, ouais, c'est le modèle le plus en danger. Et vous voyez d'ailleurs ce type d'entreprise les plus actives. Là, c'est en train depuis 3-4 ans, ils investissent dans le séchage parce qu'ils ont compris que là, cette fois-ci, ils ont plus chaud, il faut y aller. Il y a 15 jours, c'est la même conférence chez Conda, les huiles, et on avait le représentant d'une marque de séchoir qui nous disait que depuis 2 ans, ils n'ont jamais autant vendu de séchoirs dans les scieries de résineux. Voilà, c'est bon. Alors, cette fois-ci, maintenant, la vision qu'ont les gens à 2032, d'accord, dans 10 ans, enfin un peu moins de 10 ans maintenant. Donc, au passage, vous avez vu des 3D faites par LBL. Ça, c'est un projet de scierie qui actuellement se met en place. Alors, je ne sais plus, c'est Chili, je crois. Voilà, une ligne complète. LBL, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, qui est le fabricant de matériel de scierie situé à Chauffaille, en Saône-et-Loire. Spécialisé scie agrumes, bien sûr, et centre de reprise, etc. Alors, l'évolution en 2032. Donc, c'est pas moi qui le dis, mais dans l'enquête, donc, il m'a permis de le citer. Et vous retrouverez d'ailleurs dans le livre son témoignage. C'est Christian Sénégas, donc le président, directeur général de Forésienne, qui nous dit que lui, il voit une perte 4 à 5% pendant les 10 ans à venir. Pendant les 10 ans à venir. Ouais. Dans cette optique, la perte de 50 scieries par an, entre 22 et 32, le milieu passerait de 1214 unités à 714. D'accord ? 714. Il est raisonnable de tabler sur un seuil à 8 millions de mètres cubes. Déraisonnable de penser à mieux. Ouais. Pourtant, on n'a pas voulu tomber dans le piège en 2019, quand on a fait le même travail sur pour la série 2025. On avait émis l'hypothèse que d'ici 2025, donc c'est aujourd'hui, on serait à 10 millions de mètres cubes de sciage. Parce que les fabricants, notamment, même les scieurs, dans une conférence aussi, un travail d'une journée là-dessus, nous ont dit, Maurice, avec le potentiel productif qu'on a, on peut aller aux 10 millions de mètres cubes de sciage. On peut le faire. Mais malheureusement, il y a les impondérables il y a eu le Covid, il y a eu la crise, les crises et compagnie, et qui freinent cette expansion.
Bah, vous voyez, on n'a pas bougé, on n'est pas arrivé du tout à monter à 10 millions. On est monté presque à 9, mais... Alors bon, là, on n'a pas voulu faire les malins et dans la prévision, on veut tabler sur le niveau actuel. Bien sûr. Ah mais bien sûr. Oui, non mais bien sûr. Oui, mais c'est pas celles qui font le plus de volume, si vous voulez. Alors ça, c'est sûr que nous, on n'a pas poussé le travail parce qu'on n'a pas de données là-dessus qui disparaît. On ne sait pas, en fait. On sait que globalement, il y a un chiffre de 50 séries, mais on ne le sait pas par typologie d'entreprise. On ne nous le donne pas. En France, le secret statistique interdit, vous entendez, interdit de donner le nom des entreprises. On ne sait pas. De même que dans la typologie que je vous donnais au début, on ne sait pas qui y a dans ces 80 séries industrielles. On ne sait pas. Secret statistique. On sera en Allemagne. Par contre, en Allemagne, ils affichent le nom des séries sans problème. Mais nous, en France, non, on ne peut pas. C'est impossible. Alors, dans mon livre, justement, vous retrouverez à la fin un classement des séries que j'ai fait, moi, à partir d'Internet et sur société.com, verif.com, où on peut retrouver les entreprises du bois par leur chiffre d'affaires. Oui, oui, non, mais après, oui, mais bon, ça serait là aussi du boulot, et c'est vrai que bon, dans l'idée aussi, on veut pas non plus enfoncer le clou. Nous en France, que ce soit là-dessus ou sur la problématique incendie, on n'a jamais forcé le trait, parce que bon, même si parfois les incendies sont un peu tordus, etc. Mais on n'a jamais voulu mettre l'accent en disant, eh ben là ça a brûlé, etc. Ou accent du travail. Et pourtant, je sais, il y en a en Syrie. Ouais, enfin bon, moi en ce qui me concerne, j'ai jamais voulu forcer là-dessus. Voilà. Alors, par contre, si on restait sur sur les 8 millions de mètres cubes de sillage à 700 entreprises, rappelez-vous tout à l'heure, on était à 7000 mètres cubes par personne, par série, je veux dire, et par an. Là, ben, vous voyez, on augmenterait encore la productivité, ce qui paraît logique vu le allez, j'arrive pas à trouver un mot plus adapté, mais vu l'armement, parce qu'en ce moment c'est pas bien adapté pour X raisons. L'équipement, voilà. Vu l'équipement, encore une fois, industriel ou qui a été très très important. Et d'ailleurs, c'est dans le livre, vous le verrez, j'ai repris le rapport de la Banque de France qui nous est donné par la Fédération nationale du bois. On voit qu'il y a eu vraiment des gros équipements et des équipements aidés. Hein, et encore une fois, aidés, bien sûr, pour les gros projets, mais aussi pour les petits projets. Et ça, je vous le dis, c'est nouveau, enfin nouveau, on va dire, allez, 5, 6, 7, 8 ans, parce que les pouvoirs publics, c'est ce que j'expliquais il y a une semaine à un représentant du ministère, les pouvoirs publics ont enfin compris que lorsque est menacée de fermeture la dernière scierie du pays ou du canton, les mecs ils se disent ah ouais là il va peut-être falloir se pencher sur le sujet. Et s'il y a un projet, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui tient la route dans l'entreprise, et ce qui est le cas, franchement, dans beaucoup d'endroits, avec un projet de modernisation, on va l'aider. Et ça, c'est relativement nouveau qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que j'ai vu, moi, beaucoup de projets, alors, encore une fois, dans du neuf, mais aidés facilement à 30%. Donc, chose qu'on ne voyait pas avant. Oui, voilà. Oui, le plan de François Hollande. C'est ça. C'est ça. Donc ça correspond à ce que j'ai vu. Et alors, chose nouvelle aussi, moi vous l'avez vu, ceux qui me lisent, j'ai fait beaucoup de reportages pendant le confinement et même après. Et alors toujours des reportages chez des gens qui investissaient. Et ça a été corroboré dans beaucoup d'entreprises. Hein, ces aides. Le passage à 2 équipes aussi, je pense, dans des séries. Ah bah oui, bien sûr.
Ah oui, non, alors le passage en deux équipes, c'est dans l'idée, ça je l'ai mesuré dans les reportages que j'ai fait là, que vous verrez dans les prochains Bois Mag. Bien sûr, s'il y a du boulot, on y va en deux équipes. On peut le faire. Les chefs d'entreprise me le disent, de la petite, moyenne à la grosse, on peut le faire, Maurice, c'est pas un problème. Mais encore faut-il qu'il y ait le boulot. Il faut déjà équiper dans beaucoup d'entreprises, occuper, pardon, déjà sur une journée. Hein. Alors, comment les scieurs et leurs partenaires voient l'avenir à 2032 ? Alors, sur la pro, alors là, je peux vous dire que c'est vraiment l'inquiétude. Menace sur l'approvisionnement, donc via le réchauffement climatique, dépérissement des forêts et carrément risque de pénurie de matière. Trou de récolte, il y en a certains qui m'ont carrément annoncé un trou de récolte. Crainte de manque de bois. Alors vous imaginez dans des structures, notamment industrielles, qui passent 500 voire 1000 mètres cubes par jour, comment ça va se traduire ça, hein? Si ça inquiète pas trop quand même la petite, voire la moyenne, les industriels sont vraiment très très inquiets. Ça, faut pas se le cacher. Alors, amplification probable de la société civile contre les coupes de bois. Là, tout à l'heure, on parlait des scieries qui sont empêchées de se développer, mais il y a aussi la pression contre les coupes de bois, notamment les coupes rases. Alors, quand je dis les coupes rases, moi, je viens du Beaujolais, ça pose aucun problème parce que les coupes rases, si c'est expliqué comme ça par les gens du bois, mais le problème, on n'a pas de... aujourd'hui, c'est d'ailleurs dit, on a un maquis dans la filière bois. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la filière bois, ce qu'on appelle la filière bois. Mais vous n'avez pas une personne, homme ou femme, qui soit capable de prendre la parole, de nous expliquer les tenants et les aboutissants, notamment dans les fameuses émissions télé où chaque fois on en prend plein la tête. Et c'est catastrophique parce que dans les coupes rases, alors évidemment ça met notamment dans le Massif central, Corrèze, Limousin, ça met les gens en rogne parce que on va raser une certaine surface de hêtre entre nous qui vaut rien du tout, mais pour les écolos c'est génial. Et parce que derrière, on va planter du douglas. Alors là, ça monte au créneau. La forêt du Chat, vous irez voir sur Internet, ça a mobilisé les propriétaires, le préfet, la gendarmerie. Ça a failli se battre. Et tout ça pour un mouchoir de poche que le propriétaire voulait. C'est fou, hein? Non, mais bien sûr que non. Mais non. Mais bien sûr. Mais si vous voulez, la société civile. Non, c'est sous-exploité pour l'instant. Non, ça dépend des endroits. Mais globalement. Ah oui, dans le feuillu. Oui, c'est surexploité. Oui. Bah non, bien sûr. 30 glorieuses. Après 75, où l'Office national des forêts met en œuvre la régénération de la forêt, cette régénération a fait plus de mal que la tempête de 99. Parce que toutes les parcelles productives, toutes les belles parcelles ont été mises à blanc. Aujourd'hui, il y a du bois, mais le bois fait 25 de diamètre. Donc on le récoltera quand? Voilà. C'est ça le problème. Il y a du volume, mais c'est du volume de ce qu'on appelle, nous, la futaie de feuilles, quoi. Voilà, c'est du volume qui n'est pas exploitable. Voilà. Donc il faut quand même être prudent. Voilà. Alors, chez vous, avec le Douglas, toutes les plantations qui ont été faites dans les années 60, ils arrivent à exploitabilité. Donc, il y a un volume considérable de disponible. Mais il faut l'exploiter là maintenant. C'est pour ça qu'il y a les coupes rases. Mais les propriétaires vont replanter derrière. Voilà. Donc mais nous, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dans la sylviculture du douglas, moi j'étais dans un centre de formation. Bon, je formais pour la scierie et l'affûtage, mais j'étais avec des collègues forestiers. La sylviculture du douglas dans le Beaujolais, elle
allez, entre guillemets, connu scientifiquement, enseigné aux jeunes. C'est-à-dire on plante, on fait des éclaircies sélectives, etc. Et puis au bout quand le peuplement est arrivé, on le coupe et on fait une coupe rase. Et on replante derrière. Nous, dans le Beaujolais, ça fonctionne très bien. Et on a on n'a pas, à ma connaissance, pourtant ça coupe, ça coupe. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on n'a pas comme dans le Morvan ou dans le Limousin, machin, on n'a pas de manifestation contre ça. Mais ça pourrait venir. Parce que la société civile, tout ce que nous on connaît dans la civiculture, eux ils s'en fichent, quoi. Eux, ce qu'ils voient, c'est le mot massacre de la forêt. Et aujourd'hui, vous avez, moi, ce qu'on me rapporte, les pauvres conducteurs de machines qui sont souvent des salariés, qui se font agresser en forêt. Parce que qu'est-ce que vous foutez là? Enfin, vous avez, ce qui des fois n'est pas faux non plus, avec leurs engins qui sont des tanks, ils abîment tout, les chemins, les captations d'eau, etc. C'est pas faux non plus. Mais on arrive c'est un duel aujourd'hui. Ça devient très compliqué. Donc nous, après, en aval pour la Syrie, problème. Ben oui, bien sûr que ça se cultive. Ben bien sûr. Ben bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, mais ça, c'est pas le message qui est colporté. Et ça, moi, je m'élève, c'est encore ce que j'ai dit l'autre jour pour le ministère. Aujourd'hui, il y a un maquis dans la filière bois et il faudra que quelqu'un ait le courage d'y remettre de l'ordre. Parce que ça nous fait, comment dirais-je, ça joue contre nous, ça. Ça joue contre nous. C'est pas possible qu'on n'ait pas des gens. Alors moi on me dit, mais Maurice, c'est toi qui devrais faire ça. Mais moi aujourd'hui je suis pas militant, je suis observateur moi mon boulot, c'est d'être journaliste, d'observer. C'est pas de monter au créneau pour d'autres. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que je fais là? C'est ce que je fais aussi dans des conférences grand public. C'est ce que je fais dans des conférences grand public, qui sont bien moins détaillées que ça. Mais bien sûr qu'il faudrait faire de la pédagogie. Mais aujourd'hui, cette pédagogie se transforme en combat entre le grand public et les forestiers ou les scieurs. Ça va pas, ça. C'est quelque part, il y a un problème. Et puis avec les chasseurs. Et puis voilà, tout à fait. Alors ça pose la question dans l'approvisionnement, puisqu'il y a des essences qu'on sait qu'elles vont disparaître. Dans la Haute-Loire, par exemple, la semaine dernière, on m'annonçait la fin du sapin 2100. C'est acté, hein. Tout le monde en a conscience. Bon, qu'est-ce qu'il faut mettre? Comment ça? Non, mais c'est que des questions aujourd'hui. On n'a pas de réponse. L'approvisionnement, c'est aussi des questionnements sur la contractualisation qui marche quand même bien, pas mal dans le résineux, de mieux en mieux, on va dire, mais difficile dans le feuillu, parce que notamment dans le chêne, ce qui n'est pas vrai dans le hêtre et le peuplier, mais dans le chêne, les scieurs de chêne veulent garder la maîtrise de leur achat de bois pour X et X raisons. Alors, la production de sciage, donc contraintes fortes qui resteront, milieu conservateur et pas assez ouvert sur le monde. Oui. Bon, il y a quand même des entreprises phares, quelle que soit leur taille, qui essayent de voir un peu plus loin qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas la majorité. Il y a réellement donc des défis à relever. L'avenir reste à construire. Peut-être aussi grâce à la nouvelle génération. Franchement, ce que je vois dans les entreprises, c'est que lorsque les jeunes arrivent, c'est là que le changement se fait. Et ça, je pourrais vous citer pas mal d'exemples. Et c'est bien. Alors bien sûr, reste encore à investir sur l'humain. Bon, c'est toute la notion de formation. Bon, il y a des écoles comme marche pas mal, ils ont des jeunes. Bon, il y a quand même des jeunes en formation en France. Bon, après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va les garder dans les entreprises? Ça, c'est la grande question. Et je peux en parler en connaissance de cause, après 40 ans de formation. L'automatisme, bien sûr, qui est monté en puissance. L'amélioration des conditions de travail. Alors ça, c'est le gros changement. Tout le monde aujourd'hui met
met des préhenseurs pour plus porter le bois, de la mécanisation. Enfin, vraiment, il y a un gros boulot qui est fait sur ce... J'allais dire contraint et forcé, oui et non, mais difficulté de trouver du personnel, donc on n'a pas trop le choix. On automatise de plus en plus. Alors, marché, c'est quand même le truc le plus important finalement. Il faudra de la cohésion, il y en a quand même, mais il en faudra encore plus. De la coopération, comment les gens sont capables de travailler ensemble. Se faire voir et connaître, alors ça c'est le gros point faible quand même de la partie Syrie. Voilà, j'ai encore entendu la semaine dernière, pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais. Et pas d'un petit. Ça pose question, quoi, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui. C'est quand même un peu rétrograde. Peser sur les politiques d'aménagement, en particulier face au béton, parce que notre principal concurrent, c'est pas tout ce qu'on peut, c'est le béton. Hein, c'est Bouygues, pour pas le citer. C'est des géants qui ont des lobbyistes à Paris et à Bruxelles. Moi, on m'a dit, Maurice, il faut mettre des lobbyistes du bois à Paris et à Bruxelles. Ben oui, eux, ils ont ça. Donc, du coup, vous le savez aussi bien que moi, les lobbyistes sont capables du pire comme du meilleur. Mais hein, vous avez suivi la capacité à faire revenir sur les produits phytosanitaires destructeurs des abeilles. Hein. Ils sont arrivés, je crois, à refaire mettre un produit qui était arrêté. Bon, il y a des marges et de progression qui sont énormes. Il faudra progresser tant en volume qu'en produits élaborés. Gros moyens financiers, bien entendu, et ça, croyez-moi, les installations que j'ai visitées, là, c'est depuis 3 mois, les gens ont mis beaucoup d'argent dedans. Alors, en conclusion, et on finit. Donc, les menaces et le potentiel. Alors, je commence par les menaces sur la matière. Vous l'avez, je pense, entendu. La ressource, la réchauffement climatique. Les pressions. Alors, à l'achat, bien sûr. Quand je dis pression, on le voit aujourd'hui avec sur le Douglas. C'est de la folie, quoi. Les gens pour se fournir, faut rentrer du bois très cher dans leur scierie parce qu'il y a tellement de gens qui sont sur cette essence. La main-d'œuvre, recrutement difficile de garder les gens. Je ne parle même pas de la qualification, parce que quand j'entends dans mes entretiens, le premier critère c'est plus la qualification, c'est l'idée que le gars ou la fille, parce qu'il y a aussi pas mal de filles qui travaillent, je trouve, j'en vois de plus en plus dans nos scieries, sur les postes de conduite, faut déjà que la personne soit là le matin et qu'elle reste. C'est plus un problème de qualification. Mais vous voyez où on en est arrivé. C'est pas marginal, quoi. Je veux dire, voilà, on en est là. Donc on l'a dit, c'est les pressions bien sûr sociétales. Faut pas l'oublier. Les pressions au niveau des investissements, pression au niveau de la succession. Eh oui, parce que on n'en a pas parlé, mais toutes ces entreprises qui ferment, il y en a certaines, oui, c'est par dépôt de bilan, on le sait, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de successeur, du matos hors norme, etc., etc. Et oui, c'est la fin par la plus belle mort, quoi, je veux dire. Encore faut-il aussi les pressions bancaires. Faut que les banquiers suivent, surtout en ce moment, hein, où la législation qui met des coûts au quotidien sur vos entreprises, ça je le sais. Les normes aussi. Bon, alors est-ce que bien, pas bien, mais en attendant, faut y passer souvent et c'est très coûteux. L'énergie, hein, vous vous rappelez, si ça s'est un peu calmé, mais combien de scieries qui m'ont expliqué qu'ils ont mis en route des groupes électrogènes là quand c'était au plus fort là, en 2023-24. Rendez compte, c'est énorme et vous avez beaucoup de mérite. Hein. Et puis, bon, les pressions, bien sûr, du marché, ça, on l'a dit et redit. Alors, le potentiel, donc, c'est ce que nos scieries ont.
L'implication des chefs d'entreprise et de leur personnel. Moi, je vois vraiment des gens qui sont très, très impliqués. La passion, aussi, il faut le dire, c'est des gens passionnés. Que l'on soit en Alsace ou qu'on soit dans les Pyrénées, je retrouve tout le temps la même chose. Le potentiel, il y a quand même des entreprises qui se reprennent, elles ne ferment pas toutes, heureusement. Potentiel de la connaissance, connaissance que l'IA ne remplacera jamais. Ça, il faut qu'on se le dise, parce que l'IA a aussi ses limites. J'ai fait un article là-dessus, peut-être vous l'avez lu dans le Bois International et dans Bois Mag. L'IA ne restant qu'un outil et non un moyen, parce qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui, hein, on voudrait nous faire croire aujourd'hui que ça, tout passe par, oui, beaucoup de choses passent par ça, mais c'est qu'un outil, c'est-à-dire qu'il faut, et dans la réalité c'est ça, l'humain doit rester quand même le maître. Et ça, c'est la grosse Cyril Lesbat dans les Landes qui me l'expliquait, à partir d'un cas concret. C'est-à-dire que, vous le savez, sur les lignes de Canter, aujourd'hui, on peut numériser la bille qui rentre dans la ligne et après, le bois se scie tout seul. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le pilote, si on peut dire, de la ligne de Canter, il a le dos tourné à sa ligne. C'est tout un symbole, ça. Hein. C'est pareil. Donc, son regard est porté sur le parc agricole, sur l'alimentation. C'est ça. C'est ça. Non, mais ça a du sens. Je veux dire, ça casse complètement notre image du regard porté sur la bille qu'on va scier, etc. Oui, oui, voilà. Bon, après c'est un travail sémantique, mais bien sûr, bien sûr. Et donc, si je reviens à l'ESBAT, il me dit, Monsieur Chalaillet, et dites bien toujours et encore, à partir de notre exemple. Et l'exemple, c'est quoi? C'est sur cette ligne de quintérisation, elle s'est mise à déconner en termes de rendement matière. Personne ne l'a vu, évidemment, parce que, bon, comme il y a de plus en plus de gens inexpérimentés et des presse-boutons, n'ont pas vu que ça partait en vrille. Et heureusement, il restait le sieur qui avait de la bouteille, qui était encore là à superviser. Et lui, il a vu qu'il se passait quelque chose. Et il a pu, donc au bout d'un jour et demi, dire il y a un problème, on baisse un rendement en matière, il y a des problèmes à tel et tel endroit. Et ils ont pu rectifier le tir. Mais il me dit, laisse battre, on n'aurait pas eu ce personnage-là, on n'aurait eu que des presse-boutons. Eux, ils s'en foutent du rendement en matière, ils allaient passer. Et c'est que là, à la fin du mois, ça allait être un gros problème. Vous comprenez? Et donc, ce qui veut dire, c'est que, et ça, il faut qu'on se le dise, l'IA, c'est bien, mais il faut quand même qu'on garde des gens expérimentés, capables de prendre la main sur les choses et d'avoir du recul. Et ça, malheureusement, ça m'énerve parce qu'on ne l'entend plus, enfin, notamment au niveau du sciage. Voilà. Alors, les potentiels, bien sûr, quoi qu'on en dise avec la menace sur la ressource, on a une matière qui est abondante, sauf dans certaines zones, vous venez de le rappeler. On a quand même, malgré qu'on a des difficultés de recruter, on a quand même encore dans les entreprises des noyaux de salariés qui sont là. Le potentiel matériau, quand même, disons-le, c'est quand même pas rien, transformer du bois en matériau extraordinaire. Les potentiels aussi des process, on le disait tout à l'heure en aparté, je trouve que dans la modernisation des scieries depuis 5-6 ans, on a des process qui ont été vachement bien réfléchis avec les ingénieurs et les fabricants, tout ça. Des process qui sont beaucoup plus regroupés. On n'a plus des kilomètres de chaînes dans les scieries. C'est fini, ça. C'est beaucoup plus condensé et beaucoup plus optimisé dans les circuits du bois. Ça, c'est vraiment... Alors moi, ça me saute aux yeux de partout. La sécurité, bien sûr. Bon, alors c'est un petit peu lié avec aussi la modernisation des scieries. On voit quand même que la sécurité est beaucoup mieux prise en charge. La sécurité incendie, pareil, avec les systèmes d'arrosage, etc., etc.
non, mais franchement, on voit de belles installations. Et puis, bien entendu, l'innovation. Alors, l'innovation, ça va être dans les gens qui sont capables, ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, dans le Douglas, dans la scierie moyenne, d'aller vers des produits plus élaborés. C'est-à-dire, on change de métier. Hein. Il faut mettre une chaîne de rabotage, il faut faire de l'empilage mécanisé. Enfin, on rentre dans un autre métier. Et ça, d'abord, c'est coûteux. Et puis, on n'a pas forcément la culture pour. C'est bien ce qui bloque, hein, en fait, dans beaucoup d'entreprises. Alors, les enjeux, pour finir, donc, ça va être sécuriser les approvisionnements. On en revient toujours au même. Ça va être de rentabiliser les installations parce que on l'a pas dit, mais tout ce qui s'est monté là ces 10 dernières années, notamment les 5 dernières années, ça demande qu'à produire. Hein. Et malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, si les gens ne produisent pas, il va y avoir des problèmes pour joindre les remboursements et la survie de l'entreprise. Donc, ouais. Recruter les compétences, bien sûr, assurer la pérennité, se préparer. Alors ça c'est important, se préparer à la transmission. Alors de plus en plus, on voit que les entreprises, les chefs d'entreprise préparent leur transmission, ce qui n'était pas vrai hier, où on attendait la fin et puis ça finissait mal. Maintenant, de plus en plus, ça se prépare. Soit dans la famille, soit quand la scierie est transmise à un repreneur. Hein, on essaye quand même de... rendre plus attractif le métier. Alors bien sûr que c'est une réalité. Alors je pense que c'est plus attractif. Alors bon, toujours pareil, ça va se discuter. Mais une chaîne qui est plus industrialisée, alors quel que soit le niveau, hein, on peut mécaniser super bien, même dans la petite entreprise. Alors bon, intrinsèquement, c'est sûr que, de mon point de vue encore, du point de vue de beaucoup de répondants, on va être beaucoup plus attractif dans la petite entreprise modernisée, entendons-nous bien, parce qu'on a encore un contact avec le bois et on peut voir toute la transformation, ce qui n'est plus vrai dans le système industriel où les gens sont en poste et le contact avec le bois, c'est pratiquement terminé. Donc, qu'est-ce qui est le plus attractif? Encore difficile à dire. Réduire la pénibilité, ça c'est sûr, et les risques datés, sans du travail, ça c'est sûr que grâce à nos avancées, on est pas mal. Augmenter le fédéralisme. Alors fédéralisme, c'est l'action d'être syndiqué ou pas. Via, dans le métier de la scierie, il n'y en a qu'un, c'est la FNB. Alors bon, bien sûr, il y a les contre, il y a les pour, mais en tout état de cause, c'est clair que après ce que les répondants disent, c'est quand même une utilité pour se défendre, se faire reconnaître. Et peut-être que j'ai l'impression que se lamine un peu l'idée qui était colportée il y a encore une dizaine d'années que le syndicat professionnel ne fait que pour les gros. On l'a entendu ça, mais on l'a entendu, c'est pas faux non plus parce que les grosses entreprises, eux, ils ont tout intérêt d'être bien entendu syndiqués. Ce sont des chefs d'entreprise, c'est des gens de bureau. Donc eux, ils n'ont aucun problème pour aller aux réunions et passer du temps à défendre leurs intérêts. Chose que c'est plus difficile pour les petites et moyennes entreprises parce que les patrons sont des patrons ouvriers. Il manque 2 gars le matin, mais il faut les remplacer, il faut se débrouiller et on y va. Donc c'est très difficile. Alors, cela dit, avec la visio, par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Je sais qu'il s'organise aujourd'hui des réunions où vous pouvez avoir, je prends un exemple, hein, il y a un mois, il y a eu la réunion à la FNB sur le marché du résineux. Elle s'est faite en visio et il y avait 80 scieurs qui étaient réunis en visio. Alors, ils n'étaient peut-être pas 80 jours là, mais vous voyez qu'on a les moyens aujourd'hui qui permettent
de s'arrêter 1h30 et de faire une réunion. Il n'y a pas besoin de monter à Paris. Du reste, c'est un peu la même chose pour les achats de bois au niveau des ventes, parce que beaucoup de ventes aujourd'hui se font à distance. Alors c'est bien et pas bien, on en parle encore pas mal la semaine dernière avec des skieurs. C'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de perdre du temps pour aller à Dash et revenir. Et c'est complètement mauvais parce qu'il n'y a plus de contact. Il n'y a plus de contact dans l'après-réunion. Le repas, discuter de choses et d'autres, c'est terminé. C'est une catastrophe. Oui, voilà. Devant vous, c'est ça. C'est ça. Pas la même chose. Ben, bien sûr. Mais bien sûr. Non, non, mais ça c'est clair. C'est un gros, de mon point de vue, c'est un gros manque. Alors, nous les anciens, on ne s'y fera jamais à ça. Les jeunes s'y feront, je pense, parce que c'est davantage leur culture. Mais nous, c'est pas possible parce qu'on est habitués à avoir du relationnel. Nos vies sont assises sur du relationnel. Je ne veux pas dire que les jeunes, c'est pas pareil, mais c'est une autre façon d'aborder les choses. Voilà. Bah, les jeunes, comme ils coupent, eux, ils sont contents, hein, ils restent dans leur bureau. Le patron est là, il m'explique comment ça marche. Il est là, mais les jeunes, paf, eux, ils ont déjà fixé leur prix d'achat, de retrait, machin, c'est tout fait à l'avance. Par contre, ils vont visiter les coupes encore dans les groupes. C'est fait. Mais l'achat digitalisé, voilà, c'est parti. Et ça, c'est un bébé du Covid, quoi. Du confinement. Ah. On ne se connaît plus. Eh oui, c'est ça. Il y a d'autres systèmes de rencontres. Donc il n'y a pas de Ah oui, non, mais. Vous savez, moi, à la PD, nous y allés tous les mois pendant 40 ans. Ah oui. Je connaissais tout le monde maintenant. Eh ben oui, voilà, vous avez dit, on ne connaît plus personne. Alors, il y a eu aussi une avancée majeure dans le fédéralisme, enfin, non, dans le fait de ne plus être syndiqué, c'est que l'information est beaucoup plus accessible qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou 30 ans. Chambre de commerce, les interpros, etc. Tu peux avoir de l'information plus directe et locale qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est vraiment une avancée aussi. Et puis, il faut qu'on se dise aussi, tant qu'on y est, sur le fédéralisme, c'est l'approche du fédéralisme sur les petites et moyennes cibles, qui sont, vous l'avez vu, les 2/3, hein, et qui sont très peu majoritairement syndiqués. Et là, il faut savoir qu'à la FNB, ça vous le savez peut-être pas, mais il y a un travail qui est enclenché depuis 3 ans pour justement davantage s'approcher et être collaboratif avec le secteur des petites et moyennes cibles. Et c'est d'ailleurs, pour ça en parenthèse, que la FNB m'a envoyé quelqu'un du ministère il y a 15 jours pour justement réfléchir un petit peu à toutes ces problématiques-là. Peut-être. Oui, puisque bon, vous ne savez pas, mais je crois que il y a un ticket d'entrée pour être syndiqué. Je ne sais pas, à l'heure d'aujourd'hui, on parlait de 400 €, je ne sais pas si c'est vrai. Et puis après, c'est au mètre cube scié. Les gens, c'est ça, cotisent au mètre cube scié. Hein? C'est chiffre d'affaires, pardon. Chiffre d'affaires. Oui, mais enfin, bon, chiffre d'affaires, c'est quand même lié aussi au métier. Bon, bref, mais je crois que globalement, il faut quand même pas le perdre de vue, ce fédéralisme. Et la FNB, qui n'a pas du tout été sensible à ça pendant des décennies et des décennies, commence à commence à se rendre compte de l'importance de soutenir aussi ces milieux-là. Et je pense que mes travaux depuis 30 ans ont aussi infusé et fait prendre conscience de pas mal de choses. En France, il n'y a pas que le secteur industriel, il y a aussi les autres. Voilà. Bon, je crois que j'ai terminé. Je ne vais pas vous en titiller. Alors bon, après, c'était que faire pour retrouver le dynamisme de 2009. Bon, les gens ont émis des pistes. Favoriser l'habitat bois. Alors bon, c'est des mots ça aussi, mais l'habitat bois, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'heure d'aujourd'hui. Comment t'écris ça?
La MOB, Maison Saturbois. La MOB. La MOB, Maison Saturbois. Hein? Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, on est au même chiffre que 15 ans en arrière, c'est-à-dire 10-12 000 maisons Saturbois, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Alors bon, on a fait un peu plus l'utilisation du bois dans la rénovation, ça c'est certitude, ce qui nous arrange bien en ce moment, notamment pour les petites et moyennes entreprises, parce que c'est leur créneau favori. Mais c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que depuis 82, on a créé la filière bois, elle est super structurée en France. Il y a, je crois, 150 personnes qui travaillent dans la filière bois, hein, dans toutes les régions. Dans l'ensemble, 150 personnes. Et le chiffre, Nicolas Douzin, à une conférence qu'on avait fait ensemble en 2019, il a raison, nous citait la consommation par Français de bois. Nous, on est les plus bas d'Europe. Je crois que c'est 0 m3 par an. Hein. 0 m3 190. D'accord? Ouais. À la construction ou dans tout? La part du bois consommé par chaque Français. Une moyenne, encore une fois. Non, sillage. Donc, nous, 0, c'est vraiment très bas. Les Allemands, de mémoire, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, je crois qu'ils sont à 0,6. Et les pays nordiques, c'est du 1 et plus. Et les Américains, bah, vous avez qu'à ouvrir la télé sur les catastrophes, vous voyez, c'est toute la structure bois. Oui, en parenthèse. Mais bon. Y compris dans les ouragans. Ah oui, non, mais je parle aux ouragans, quoi. Quand ça passe sur les mobs, ça arrache tout. Oui, bah oui. Pour feu et ouragan. Bref. Donc on bouge pas. Et c'est vrai que beaucoup de répondants m'ont dit, il faut vraiment le dire, ça. Ce maquis qu'il y a dans la filière bois, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on devrait être capable, stop. Stop, c'est quoi nos missions? C'est quoi nos missions? On va où? On veut quoi? C'est ça qu'il faut être capable de faire. Et bon, on en est loin parce que chacun défend son clocher. Alors dire qu'il ne se fait rien, c'est pas vrai. C'est un gros boulot qui est fait dans chaque région pour faire consommer du bois, aller vers les architectes, faire des bâtiments remarquables. Il y a du boulot qui se fait, il ne faut pas dire le contraire. Il y a du boulot pédagogique qui se fait vers l'intention des écoles, à l'intention du grand public. C'est monstrueux le boulot qui se fait. Mais ouais, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et est-ce que le premier objectif qui était en 82, c'était celui-là, hein, c'était de faire consommer plus de bois par Français. Il n'est pas atteint. Il n'est pas du tout atteint. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire de... Bon, on l'a dit tout à l'heure sur le à moyen terme, la notion du nobilisme. C'est clair qu'il y a du boulot à faire pour défendre le bois chaque fois que c'est possible. Alors, si vous suivez un peu là à Paris, il y a eu un gros forum qui s'est passé là il y a 3 semaines autour de la construction bois. C'est des trucs géants hein, qui se passent où ils mettent en avant tous les systèmes constructifs. Ça bouge énormément, mais concrètement, si vous voulez, ça ne change pas la donne volumétriquement. C'est ça. Si je prends une image, alors là, bon, j'empiète sur un domaine qui n'est pas vraiment le mien, mais si je prends une image qu'on m'a toujours racontée en France, parlons du bois, hein, la mode, la nature bois. Nous, on a travaillé, on est des latins, on travaille en atelier, on fait du bon boulot, et on emmène sur le chantier la maison en kit pour prêt à assembler. En Amérique, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils amènent les paquets de bois et construisent la maison sur place. C'est pas du tout la même approche. Il y a 4 sections dans le résineux aux États-Unis. 4 sections. Nous, je vous demande même pas, mais ceux du résineux, vous le savez,
multiplicité, hein, tant dans les produits standards que dans nos produits sur mesure. Nos régions ont encore, eh oui, ce qui nous assure du boulot pour les séries de services. Le standard n'a pas réussi quand même à tout prendre. Voilà, à long terme, qu'est-ce qu'on a dit qui peut être intéressant de relever? Oui, voilà. Ça me paraît aussi important. Interpeller le ministère, et ça, je pense, ces travaux-là vont servir un peu de tremplin pour réfléchir à ces investissements de rupture. L'investissement de rupture, c'est quand on parlait tout à l'heure de la civile moyenne qui fait du sillage, ce qu'on appelle bois vert, notamment dans le résineux, et c'est comment on va, sur un certain volume, le valoriser par le séchage, donc ça veut dire des investissements en séchoir et des investissements en rabotage, profilage, enfilage, mécanisation. C'est des investissements de rupture, ça, pour ce type d'entreprise. Mais cela dit, j'en parlais tout à l'heure, dans le plan de relance, d'ailleurs dans le livre, j'ai repris toutes les entreprises qui ont été aidées. Il y a eu de la monnaie qui a été mise en plan de relance pour les Syriens. Il y a eu vraiment... alors, je prends par exemple la Bourgogne, entre nous, ça fait jaser à l'époque, parce que si je prends par exemple Mutelet, qui a mis dans son IA sur le chêne, c'est je ne sais plus combien de millions d'euros, mais c'est énorme, il était beaucoup aidé dans le plan de relance. Donc il y a des gros paquets, c'est la mode aujourd'hui, hein. C'est sûr qu'il faut aller vers l'IA pour être aidé. Donc ceux qui sont allés vers l'IA, gros paquet, et puis ceux qui avaient des projets, pas forcément IA, mais qui allaient améliorer dans la mécanisation, etc., au prorata ont été beaucoup moins aidés. C'est des pourcentages. Oui, c'est des pourcentages. C'est des pourcentages de l'investissement. Ouais, c'est des pourcentages sur l'investissement. Mais je veux dire que, je veux dire, et ce que m'ont beaucoup rappelé les skieurs, c'est qu'il y a eu des choix à faire dans le plan de relance. Comment favoriser tel et tel projet. Et je vous redis, les projets qui ont été portés, valorisés, s'il y avait de l'IA, alors là, ça y est. Pour le reste, c'est un peu plus difficile. Voilà. Bon, donc, moi j'ai fini. Ça fait beaucoup de choses. Alors, sachez que c'est un boulot d'un an, ça. Hein, parce que 50 personnes ont été interrogées. C'était que des questions ouvertes. Ce qui veut dire qu'après, il faut reprendre tout et croiser. Et ça m'a occupé 2 mois de l'été dernier. Hein. Ma femme était folle. Hein. C'est une bonne vacance. J'ai pris un peu de vacances. Ah, ça a été coupé. Ah non. Est-ce que le chêne, par exemple, est scié en France, ou le chêne français scié en France? Alors, on en a parlé. C'était pas là, mais oui. Pas là, ouais. Ah non. Oui, non, malheureusement, c'est un problème hein, depuis pratiquement 15 ans. Il y a 400 et 500 000 mètres cubes qui foutent le camp. C'est-à-dire en pourcentage? Ah ben, en pourcentage, qu'est-ce que ça donne? Si en pourcentage de quoi? De billes? Non, mais de volume. Sur le feuillu, sur le volume récolté. La récolte, c'est puisqu'il y en a 1,3 million de sciage. De sciage, donc on peut imaginer 2,6 millions à 50% de rendement. Voilà, donc 2,6 millions, mettons, de grumes. Et ben t'as 500 000. Alors là, je parle que du chêne. Hein. Oui, c'est 25%. Ben, ouais, voilà. Ouais. Ce qui est un scandale. Hein. Oui, mais si on le scie, on ne sait pas à qui on le vend. Eh ben oui. C'est ça. Voilà, merci. Pour revenir chez nous ou pour. C'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ce qu'il dit. Oui, mais sous forme de produits qu'on ne serait pas capable de produire. Oui, bah, c'est ce qu'on a dit dans la valorisation. Il y a ça, il y a les produits qui sont sciés en France et qui sont exportés en plus, et qui reviennent vers l'Asie, hein, qui reviennent ici et qui pénalisent la deuxième transformation, hein, qui sont obligés de s'approvisionner à des prix, à des prix gonflés. Ce qu'il cite, là, vous avez raison, c'est ce qu'on appelle les blocs. Les blocs, moi je mais ça c'est un truc vieux comme le monde. Hein. Ça se pratiquait déjà en Afrique. Ah oui, mais toujours d'ailleurs. Oui, toujours en Afrique. On écarie les bois. Oui. Au Gabon aussi. Oui, oui.
Parce qu'il est plus intelligent que d'exporter des grumes, déjà. Et ça a commencé au Gabon. Moi, j'ai un ami qui malheureusement est décédé maintenant, qui a fait toute sa carrière au Gabon. Hein, et bien, il travaillait à la coopération au ministère de l'Agriculture au Gabon avec Bongo et compagnie. Hein, et bien, il a fait mettre en place un système comme quoi on ne pouvait plus exporter de grumes. Ben, les Chinois, hop là, ils ont racheté des scieries et des concessions. Et les concessions avec. Qui vont avec. Voilà, et ils ont pallié à ça. Et nous en France, on en a fait longtemps avec les blocs. Hein, ah non, mais c'est sûr. Hein, voilà. Alors, les blocs, donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'on en fait. Donc, les blocs en chaîne, donc c'est de l'écarie en fait. Même pas écaré, deux faces. Ah, il y a même du deux faces. Il y a eu du deux faces. Deux faces, c'est pour les sieurs qui doivent être labellisés pour pouvoir vendre leurs grumes. Ça, c'est encore autre chose. Ils mettaient deux coups de d'accord. aussi pour les mettre dans les conteneurs. C'est dans les C'est encore autre chose. Une bonne personne qui disait on n'a qu'à juste les écorcer. C'est pas une transformation. Ouais. Mais autrement, non. Et ça, les gens de la Fédé. Ah ben oui, non, je sais bien. Ah ben, alors donc pour les blocs, il y a une grosse partie donc qui sont partis. Alors on le sait, hein, c'est grosso modo par an 40 à 50 000 mètres cubes, c'est pas rien hein, quand même. Et donc du coup c'était surtout pour faire des lamelles de bois, donc pour faire du parquet contre-collé. Type Margaritali qui fait déjà lui, mais alors c'est du parquet haut de gamme. Et moi souvent j'en ai parlé à Chabot, j'ai dit mais pourquoi vous faites pas une seule scierie pour reprendre ces 50 000 mètres cubes de blocs qui partent en Chine? Ça serait un vrai projet, plutôt que de faire des bateaux. Et oui, mais voilà, non, personne ne veut y aller. Alors lui, il a essayé, parce que chez Margaritelli, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une scierie qui ne sert plus, c'était la scierie du sciage sur quartier. Donc j'ai vu tourner dans les années 80, c'est magnifique. C'est-à-dire la première scie partage le bois en quatre, et chaque quartier après partait sur un carrousel, c'était génial. Et ça s'est arrêté il y a longtemps, c'était le sciage sur quartier. Le premier qui a fait ça, c'est Nantis. Ah oui. Et il a essayé, Chabot, de relancer ça en repassant ses blocs. Mais bon, la ligne est très ancienne, et puis c'est toutes nos problématiques de rentabilité France. Pas possible. Il n'y a pas de temps. Voilà. Merci. Merci. Bonne continuation. Bien.